rôle du bâtiment face à ce contexte du changement climatique se pose. Donc, le rôle du bâtiment, est-ce que il a un rôle amplificateur ou un rôle protecteur? Eh bien, en fait, les deux, il va pouvoir à la fois être protecteur s'il est bien conçu, mais par contre, il peut avoir un rôle complètement désastreux d'amplification du risque climatique s'il est mal conçu. Les critères qui peuvent justement nous déterminer si oui ou non il est bien conçu, il y a tous les critères comme la présence de vitrages horizontaux, comme tout ce qui est verrière et qui va venir faire effet de serre. Il y a le type de toiture, comme par exemple les toitures en zinc ou les toitures pas du tout isolées. Qui vont venir être un facteur de sensibilité. Des systèmes de rafraîchissement, s'il y en a absolument aucun, c'est un facteur de sensibilité. Le brasseur d'air, s'il y en a pas, c'est pareil, c'est un facteur de sensibilité. Les taux de façade vitrée sont un grand facteur de sensibilité puisque si on a des grandes baies vitrées qui sont orientées est et ouest et qui en plus ne sont pas protégées, c'est un fort facteur de sensibilité. Et donc on regarde à la fois les taux de vitrage et les ratios de vitrage avec protection pour voir un petit peu le couplage des deux. Les systèmes de ventilation mécanique, s'il n'y en a pas, c'est un facteur. L'inertie, le type de matériaux donc qui vont jouer un impact, et les apports internes. Donc par exemple le fait d'avoir des élèves, c'est un apport de chaleur interne, ou le fait d'avoir un grand nombre de personnes, ou d'avoir des équipements qui dégagent beaucoup de chaleur, ça va être des facteurs de sensibilité. Et ensuite viennent la question de l'aménagement de la parcelle et de l'aménagement du pourtour immédiat qui peuvent être un facteur de sensibilité ou au contraire pas du tout. Un facteur de sensibilité quand on va avoir des surfaces foncées et qui absorbent beaucoup la chaleur, donc comme du bitume ou ce type de surface, et qui au contraire vont être un facteur et ne vont pas l'être quand on va avoir des zones désartificialisées et des arbres. Les quatre principes pour lutter contre la surchauffe, ça va être réduire, décaler, évacuer, corriger. Et on commence par réduire. Ce qu'on sait quand on doit passer à la chaleur, c'est que il faut mettre un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire. En fait, pourquoi? C'est pour éviter que le soleil joue son rôle de réchauffeur. Et donc, en fait, pour le bâtiment, c'est pareil. Il s'agit pas de, euh, il s'agit d'abord d'éviter de faire en sorte que la chaleur nous atteigne, donc de limiter les surfaces vitrées qui sont orientées est et ouest, de créer des espaces tampons, c'est-à-dire que le but est d'abandonner certaines zones qui sont trop chaudes, mais qui vont en fait faire l'espace tampon entre l'extérieur et l'intérieur et qui vont du coup permettre d'être l'endroit où enfin qui sert d'isolation par rapport au bâtiment. Et donc par exemple, on peut abandonner des surfaces qui sont des surfaces enfin des pièces qui sont au sud. Et on peut même s'en servir d'espace tampon si c'est bien conçu. Ensuite, il y a tout ce qui est protection contre le rayonnement solaire par rapport aux ouvertures. Donc les stores à projection, comme celle-ci, les casquettes au-dessus des fenêtres, les ouvertures la nuit, les persiennes, qui étaient en fait à l'époque très utilisées, par exemple en Italie, on en a encore beaucoup, et qui vont permettre à la fois de laisser passer de la lumière et de protéger du rayonnement du soleil, parce qu'on peut les tourner en fonction du rayonnement, pour éviter d'être dans le noir, mais en même temps éviter d'être réchauffé. Les bords de toit qui vont aussi permettre de garder de la lumière et de ne pas être dans le noir ou la pénombre, mais de ne pas être impacté par le soleil. Les brise-soleil, la même réflexion. Donc extérieur, hein, toujours parce que c'est à l'extérieur qu'il faut se situer pour éviter que le soleil rentre. Les filtres solaires, ça c'est vraiment en cas de dernier recours quand on n'a pas de protection extérieure. Et puis mieux encore, hein, la réduction des surfaces vitrées. On peut aussi avoir des masques solaires externes avec les arbres qui sont devant les façades et qui peuvent servir aussi de protection. Et encore un point qui peut être utile, c'est d'avoir des surfaces blanches et réfléchissantes pour directement ne pas être impacté même au niveau des murs. Ensuite, il y a la question de ah oui, et j'ai oublié la question de l'isolation aussi ici qui va permettre de ne pas être enfin de moins laisser rentrer le soleil à l'intérieur, l'isolation par l'extérieur.
Ensuite, on a la question de réduire, enfin pardon, de décaler l'entrée de la chaleur à l'intérieur du bâtiment. En fait, l'idée, c'est d'avoir des matériaux qui sont qui ont un déphasage thermique qui est très important, comme des matériaux comme la paille, la laine bois, la laine coton, la fibre bois, etc., etc. La pierre n'est pas citée dedans, mais bien sûr, c'est un matériau qui est qui a un très fort déphasage thermique. Et ça permet, en fait, de faire en sorte que les matériaux se réchauffent très lentement. Donc, on a des petites amplitudes de réchauffement et de rafraîchissement. Et en plus, ça décale dans le temps, ce qui fait que le matériau n'est chauffé que au moment de la nuit et donc ne restitue que au moment de la nuit, au moment où justement on ventile de manière nocturne, c'est la ventilation nocturne, et donc on se retrouve à être moins en souffrance vis-à-vis de la chaleur. Ensuite, il y a la ventilation nocturne, donc la ventilation nocturne par la traversance, où on va permettre systématiquement d'avoir assez de surface ouverte à droite et à gauche de l'appartement ou à différentes parties de l'appartement pour faire en sorte que l'air s'engouffre et passe à travers tout l'appartement. Alors, je dis pas de l'appartement de logement, mais toute la surface à rafraîchir pour pouvoir rafraîchir l'intégralité. Il y a la question des tours à vent, qui sont des systèmes de ventilation qui en plus font rafraîchissement. Donc c'est du vent qui rentre dans la tour, qui va être rafraîchi avec de l'eau parfois qui est accrochée sur les bords dans des espèces de jarres. Ensuite, l'air froid va passer à l'intérieur de l'endroit qu'on peut rafraîchir et va se réchauffer et donc l'air chaud remonte et donc va s'évacuer. Donc il y a ces types de rafraîchissement qui peuvent être aussi utilisés, qui pour l'instant ne sont pas très communs ici, mais qui pourraient être des techniques de rafraîchissement. Et ensuite, il y a la correction, qui peut être donc à travers des brasseurs d'air, qui nous permet de moins ressentir le chaud. Ça ne change pas la température de l'air, mais ça permet de moins ressentir le chaud. Puis il y a d'autres systèmes comme la géothermie, qui va s'appuyer sur le fait que le sol est frais. Donc on a de l'eau qui passe à travers le sol frais et qui va venir avec un échangeur rafraîchir notre air qui est chaud. Ensuite, il y a les questions de stratégie d'adaptation. La stratégie qu'on a l'habitude d'envisager, c'est la stratégie d'adaptation incrémentale. Donc, le fait de mettre en place des mesures l'une après l'autre pour justement faire en sorte d'adapter le bâtiment. Mais en amont, il faut réfléchir à la stratégie d'adaptation transformative, c'est-à-dire vraiment réfléchir nos usages, potentiellement envisager de commencer plutôt en termes d'horaire et d'arrêter de travailler aux horaires les plus chaudes, de terminer, enfin de faire deux shifts différents par exemple, de réfléchir la question de la euh, de la surface, faire en sorte que toutes les surfaces ne soient pas utilisées, celles qui sont les plus chaudes, qu'elles ne soient pas forcément utilisées. Donc, on a toutes ces questions d'adaptation transformative et donc parfois il y a des solutions organisationnelles qui vont être prises en compte dans les adaptations transformatives, mais aussi des solutions techniques puisqu'on va devoir parfois réorganiser des espaces et donc mettre en place aussi des solutions techniques à la phase de stratégie d'adaptation transformative. Et ensuite, en aval de la stratégie d'adaptation incrémentale, on a aussi la réactive, qui est toute la question de la gestion de crise. Et donc de se dire en avance, voilà, on va rencontrer des crises. Qu'est-ce qu'on met en place en amont? Qui va être pilote de la gestion de crise? Qui va avoir quel rôle et quelle responsabilité? Et qu'est-ce qu'on va mettre en place à ce moment-là pour éviter d'avoir à gérer tout dans l'urgence, mais au contraire d'avoir une crise qui soit gérée calmement et sans urgence. Pour reprendre un petit peu le panorama des solutions techniques, il y a ce guide qui est initialement pour traiter du confort d'été dans les habitats sociaux, euh, mais beaucoup des mesures peuvent être répliquées dans tout type de bâtiment. Et donc, du coup, ce guide rentre beaucoup plus en détail sur la question des espaces végétalisés, de comment l'environnement peut être un recours pour justement amener de la fraîcheur tout autour de l'établissement de santé.
Des matériaux et sols, donc il va traiter à la fois de réduire la chaleur, l'apport de chaleur en intérieur et de réduire, enfin de d'augmenter le déphasage thermique. Ensuite, il y a la question de la protection. Euh, la question de la protection, elle va être sur l'inertie et l'isolation, sur les masques architecturaux. Donc là, on parle de la protection des ouvrants, sur la protection, enfin tout ce qu'on peut mettre en place pour masquer l'entrée du soleil dans le bâtiment. L'occultation des baies vitrées, le traitement des toitures. Donc l'albédo, c'est la couleur de la toiture, le fait de végétaliser la toiture, le fait d'y mettre des panneaux solaires. Le traitement des vitrages, donc avec la question de comment est-ce qu'on peut en sorte que les vitrages puissent avoir des films pour des films solaires. Et puis la ventilation mécanique double flux. Puis après, il y a les brasseurs d'air, les logements traversants et la ventilation naturelle. Ensuite, il y a un guide sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature qui va permettre vraiment d'avoir une idée de comment rafraîchir l'environnement autour, ce qui va complètement changer euh, le- la- l'apport de chaleur dans le bâtiment. Hein. Vraiment, ça peut changer les choses radicalement. Donc, il parle de choses beaucoup plus larges comme remettre à ciel ouvert un cours d'eau. Ça, c'est plutôt à l'échelle d'une collectivité. Par contre, aménager une cour oasis, ça, c'est des choses qui peuvent se faire directement à l'échelle d'un établissement. Ensuite, créer une toiture végétalisée, ça marche aussi. Végétaliser les abords du bâtiment. Désimperméabiliser les sols, végétaliser les façades. Ça peut permettre aussi d'apporter des masques solaires et, créer des petits jardins de pluie. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent permettre de à la fois répondre à l'enjeu chaleur, mais aussi à l'enjeu inondation. Les arbres donc vont permettre de lutter contre la surchauffe. Pourquoi et comment? D'une part parce qu'elles vont permettre d'avoir des zones ombragées et d'autre part parce que elles vont faire un rejet de vapeur d'air, de vapeur d'eau pardon, et donc de refroidissement de l'air grâce à l'évapotranspiration, qui est un phénomène que les arbres ont avec leurs feuilles, etc. Euh, Ça, c'est un guide qui permet de connaître, connaître la mise en œuvre des arbres en milieu urbain et qui va permettre de fournir à la fois des questions enfin, des réponses aux questions de structure et des réponses aux questions d'espèces à choisir. Et ensuite, je vous parlais des noues, je vous parlais des cours oasis. Donc, il y a la question de la noue paysagère qu'on peut creuser quand on veut avoir du rafraîchissement à l'aide de l'eau. Et puis, il y a d'autres solutions techniques, des fontaines, des bassins, des tours évaporatives qui consomment assez peu d'eau et des brumisateurs qui peuvent être aussi utiles pour permettre de rafraîchir. Alors, là, on voit par exemple qu'on peut avoir -1 degré grâce à une fontaine et puis -2, -3 degrés avec les tours évaporatives et les brumisateurs. Euh, Ensuite, il y a la question de la climatisation qui doit arriver bien sûr en dernier recours après avoir mis en place toutes les autres solutions passives qui sont à disposition. Et ensuite, on peut se poser cette question de la climatisation. Et encore, quand on se pose la question de la climatisation, ce n'est pas terminé. Il faut aussi se poser la question de l'efficacité énergétique. Donc, essayer de se baser plutôt sur un réseau de froid urbain ou sur un groupe froid en toiture de bâtiment plutôt que sur des climatisateurs mobiles où la porte est ouverte et où c'est assez catastrophique. En termes de rejet de chaleur, un réseau de froid urbain est vraiment le meilleur combo. Euh, Malheureusement, c'est pas forcément évident d'être relié à un réseau de froid si on n'en a pas dans les horizons. En tout cas, les groupes froids en toiture permettent de limiter aussi le rejet de chaleur au niveau des rues et donc de limiter l'inconfort pour toutes les personnes qui se baladent dans les zones ouvertes autour de l'établissement. Et ensuite, il y a la question de l'insertion urbaine qui peut être plus ou moins esthétique et qui peut aussi causer des problèmes. Donc voilà, ça c'est un guide qui va fournir des informations sur ces questions-là. Par ailleurs, j'ajoute que la climatisation peut être des solutions dans des espaces refuges, des lieux communs où les gens peuvent venir pour passer du temps et se rafraîchir, mais elle n'est pas obligée d'être installée intégralement dans toutes les zones d'un établissement. Ça peut être des dispositifs ponctuels. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie.